Vous savez, quand on va exécuter les terroristes du Bataclan en Syrie sous ordre de François Hollande, on a rétabli la peine de mort. Donc on le fait sans le dire. Seul pour la peine de mort, on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact. Dans tout criminel, il y a des coins de ciel bleu. Hola les chicos, c'est Conscience Masquée, la chaîne YouTube qui se veut démasquer ta curiosité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet léger et que tout le monde a envie d'aborder à un repas de famille ou encore à Noël. J'ai nommé la peine de mort. Ouais, je sens à travers l'écran que je viens un peu de niquer l'ambiance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés et à me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous aurez pensé de la vidéo, appris ou encore si vous avez des questions. Et sans plus tarder, je vous laisse avec le contenu. Pour vous en douter, c'est un procédé qui est très ancien, qui date d'il y a plusieurs milliers d'années et qui a grandement évolué au fur et à mesure des siècles et du temps, et j'ai envie de vous dire heureusement. Je vais commencer par vous parler de la période bienveillante et chaleureuse de l'Antiquité, puisque sachez que sous l'Empire romain, on s'en donnait déjà à cœur joie et le moins que l'on puisse dire, c'est que les techniques étaient nombreuses. Et ouais, les types, ils avaient pas mal d'imagination. Certaines techniques de mise à mort ont de quoi surprendre, puisque sachez que certains condamnés étaient purement et simplement jetés du bord d'une falaise. Allez hop Hervé, ça dégage, fallait pas tuer ton père le roi Agamemnon, roi de Mycène et de Charleville-Mézières, c'est vraiment pas cool. Vous aviez aussi d'autres procédés comme par exemple l'exécution à l'occasion de grandes fêtes où les condamnés à mort étaient enfermés dans de grands mannequins de paille auxquels on mettait le feu. Ouais, ça devait être sympa niveau ambiance. Ou encore vous aviez tout simplement la crucifixion, notamment pour les voleurs et les vagabonds. Bah ouais, pourquoi se priver d'une aussi belle technique? D'autres encore étaient envoyés contre des gladiateurs, voire des bêtes sauvages. Ça permettait un beau petit spectacle pour l'assemblée. Et puis quand on manquait un peu d'inspi, on se contentait de leur couper la tête. Bah oui, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Mais attendez de voir la suite car vous n'allez pas être déçus. Au Moyen-Âge, il y avait ce qu'on appelait le droit pénal de l'Ancien Régime et deux peines se distinguaient alors. Vous aviez les peines afflictives destinées à faire souffrir le coupable et les peines infamantes destinées à l'humilier. Car oui, les peines n'avaient alors pas du tout le même but qu'aujourd'hui. Le but n'était pas de punir mais tout simplement d'impressionner les spectateurs et que le condamné puisse servir d'exemple afin de dissuader le public de commettre les mêmes crimes. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'emprisonnement ne figurait alors pas parmi les peines envisageables. En effet, l'emprisonnement ne servait qu'à s'assurer de la présence de la personne accusée en attente de jugement ou de peine de substitution en cas de grâce par exemple. Car les peines dépendaient en grande partie de la classe sociale de l'individu, de son genre, mais aussi de la nature de son crime. Ainsi, les femmes étaient plus régulièrement graciées ou exemptées d'exécuter une peine de bagne. Alors petit rappel, les bagnes c'était un peu des établissements pénitentiaires de travaux forcés, notamment installés dans les colonies pénales, et les femmes étaient aussi plus rarement condamnées à mort. De même, les personnes atteintes de démence après leur condamnation ou encore les femmes enceintes ne pouvaient pas non plus être exécutées. Et ouais, il y a quand même un petit cœur qui bat sous ces poitrines d'hommes au Moyen-Âge. Les grâces étaient qui plus est nombreuses, notamment pour les homicides jugés involontaires. Mais pour ceux qui étaient reconnus coupables, eh bien la peine capitale pouvait être assortie de peines infamantes, en particulier l'exposition de la dépouille mortelle au gibet. C'est un espèce d'échafaud, une structure généralement en bois et en hauteur, destinée à exposer les cadavres des condamnés à mort dans un but, encore une fois, de dissuasion. Vraiment, il faisait bon vivre au Moyen-Âge. Et lorsque la grâce était refusée, la peine de mort devait alors être exécutée dans les 48 heures, au lieu de supplice le plus proche de celui où avait eu lieu le crime, en public à l'époque. Alors voici un petit florilège de ce à quoi vous auriez pu avoir droit d'assister au Moyen-Âge. Premièrement, et la plus connue d'entre tous, vous aviez la pendaison, qui était finalement la peine un petit peu commune. Puis les nobles avaient l'immense privilège d'être décapités, à la hache ou à l'épée, en fonction de si le bourreau était de bonne humeur ou pas. Pour autant, les nobles déchus, les ministres et les officiers du roi coupables de détournement des deniers publics ou de corruption étaient eux régulièrement pendus. Le bûcher était quant à lui réservé aux hérétiques et le condamné était régulièrement et discrètement étranglé auparavant avec un lacet. La roue quant à elle était utilisée pour les brigands et les meurtriers condamnés avec circonstances aggravantes. Il faut savoir qu'à chaque tour de roue, eh bien, les membres du condamné étaient brisés, puis il était finalement achevé par strangulation. Et en fait, le nombre de tours de roue auxquels on soumettait l'individu et le condamné dépendait de la gravité du crime qu'il avait commis. Ainsi, on pouvait le torturer sur la roue pendant plusieurs heures pour un homicide et ça pouvait prendre seulement quelques minutes pour un vol par exemple. Pour les crimes les moins graves, il restait l'étranglement ou encore l'huile bouillante qui était utilisée pour les faux monnayeurs. Et enfin, le clou du spectacle, eh bien, c'était l'écartèlement avec l'exposition des restes humains aux quatre portes de la cité qui était réservé
réservée à la haute trahison ainsi que pour les parricides et les régicides. Par contre, malgré tout ça, et aussi surprenant que cela puisse paraître, sachez que la peine de mort a véritablement fait l'objet de débats précoces et de longue date. En effet, le premier débat officiel sur la peine de mort dans le monde a eu lieu en France en 1791 avec la présentation d'un projet de loi pour l'abolir, notamment soutenu par Robespierre. Mais l'équivalent de l'Assemblée nationale de l'époque promulguera une loi maintenant la peine de mort en se contentant simplement de supprimer la torture préalable. C'est également avec cette loi qu'est uniformisée la méthode d'exécution par guillotine et le privilège d'être décapité qui était auparavant réservé à la noblesse est démocratisé. Et c'est ainsi que jusqu'à 1981, le code pénal français indiquera tout condamné à mort aura la tête tranchée. Seuls les militaires étaient alors fusillés par peloton d'exécution pour les crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Puis un petit peu plus tard, dans les années 1815 et 1820, de nombreux auteurs prennent position en faveur d'une abolition de la peine de mort, notamment Victor Hugo pour ne citer que lui, et de nouveaux débats politiques ont alors lieu dans les années 1830 afin d'abolir la peine de mort, mais en matière politique seulement, comprenez par exemple dans le cas de ministres reconnus coupables de trahison. Et cette abolition de la peine de mort en matière politique aura finalement bel et bien lieu en 1848 lors de l'abolition de l'esclavage, mais la peine de mort dans tous les autres cas persiste. Et il faut attendre 1906 pour que le débat soit une nouvelle fois relancé par Armand Fayer qui est alors président de la République. Lui, il est en faveur de l'abolition de la peine de mort et il va gracier de ce fait systématiquement les condamnés à mort. Les élections législatives de la même année amènent alors beaucoup d'espoir car la Chambre se dote de députés majoritairement abolitionnistes, mais finalement l'abolition ne verra pas le jour à 12 voix près. En effet, on comptait alors 247 voix contre et 235 pour. Un autre projet d'abolition sera de même repoussé 2 ans après en 1908. Puis les deux guerres mondiales occultent le sujet et le font un petit peu disparaître des préoccupations et des débats publics. De nombreuses exécutions vont alors continuer à voir le jour et les différents présidents vont avoir le devoir d'étudier les condamnations à mort de chaque condamné afin de savoir s'il lui accorde la grâce ou non, même quand cette dernière n'était pas demandée explicitement par le condamné. Ensuite, la procédure était un petit peu barbare, puisque une fois que le président avait par exemple rejeté la grâce, le condamné en était seulement informé le jour même par surprise. En général, l'exécution devait avoir lieu avant le lever du soleil et par conséquent, le directeur de la prison, accompagné de gardiens, se faufilait jusqu'à la cellule du prévenu, parfois même en chaussettes, afin de surprendre le condamné en plein sommeil, de le tirer du lit et de lui annoncer que son heure était venue. Il était alors proposé au condamné à mort d'écrire une dernière lettre à ses proches, de faire une déclaration, de s'entretenir avec un ministre du culte afin de recevoir sa confession ou encore la communion, et enfin en dernier lieu, on lui proposait même de se griller une petite clope et de boire de l'alcool fort pour se requinquer. J'en profite pour vous mettre dans le petit ma vidéo sur l'alcool, il y a 2 parties, n'hésitez pas à aller la voir. On attachait donc ensuite les pieds, les genoux, les bras du condamné derrière le dos afin de présenter son cou au couperet. Sachez qu'entre le moment où on se rendait dans la cellule du prévenu pour lui annoncer qu'il serait exécuté le jour même et le moment où l'exécution avait lieu, il se passait seulement entre 15 et 20 minutes. Le corps de l'exécuté était ensuite rendu à sa famille si celle-ci le réclamait afin de l'inhumer. Et vous allez me dire alors, mais quelles étaient les positions des différentes personnalités connues de l'époque ou encore des politiciens? Eh bien, de nombreux auteurs, écrivains ou encore artistes étaient farouchement contre, je vous l'ai déjà dit, mais notamment Victor Hugo par exemple, ou encore Alphonse de Lamartine ou encore Albert Camus. Ni dans le cœur des individus, ni dans les mœurs de la société, il n'y aura de paix durable tant que la mort ne sera pas mise hors la loi. Parmi les politiciens, on retrouve parmi les opposants à la peine de mort Robespierre, Aristide Briand, Jean Jaurès, ou encore parmi les présidents de la République Valéry Giscard d'Estaing qui était connu pour son aversion envers la peine de mort, tout comme Georges Pompidou ou encore Jacques Chirac. L'abolition est devenue un combat politique. C'est pas digne d'un pays comme notre pays de ne pas avoir encore aboli la peine de mort. Charles de Gaulle était alors considéré comme le dernier président à avoir appliqué la peine de mort en étant officiellement pour, puisqu'il déclarera « Je suis partisan de la peine de mort pour les cas exceptionnels ». Et vous allez me dire pourquoi alors Valéry Giscard d'Estaing et Georges Pompidou ne l'ont pas aboli? Eh bien tout simplement car ils considéraient que le contexte en France était compliqué et il y avait une majorité de Français qui étaient encore en faveur de cette pratique. Finalement, la France sera le dernier membre de la Communauté économique européenne, vous savez l'ancêtre de l'Union européenne, à appliquer la peine de mort. Et donc la France est reconnue comme étant un des derniers pays d'Europe occidentale à avoir procédé à une exécution. En effet, elle a été abolie dans l'Hexagone en 1980 seulement sous le septennat de François Mitterrand. Je ne suis pas favorable à la peine de mort. Dans le fort de ma confiance, de ma conscience, je suis contre la peine de mort. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale
l'abolition de la peine de mort en France. Certaines régions du globe et pays étaient bien plus précoces que nous pour l'abolir. Ça a notamment été le cas de la Toscane qui l'a aboli dès 1786, du Venezuela en 1863 ou encore des Pays-Bas en 1878 et du Portugal en 1876. Pour autant, bien que cela puisse paraître très tard, 1981 pour l'abolition, eh bien sachez que la France n'est que le 36e pays à l'abolir dans le monde à ce moment-là. La dernière personne à avoir subi la peine de mort en France est Hamida Djandoubi. En 1949 à Tunis, ce jeune n'a alors rien d'un criminel. Il est guillotiné le 10 septembre 1977 à la prison des Pommettes de Marseille pour meurtre. Et c'est seulement en 2007 que l'abolition de la peine de mort est inscrite dans la Constitution française. Pour autant, son abolition en 1981 ne marque pas l'arrêt de l'histoire de la peine de mort en France. Ainsi, de 1984 à 2004, une trentaine de propositions de loi ont été déposées pour rétablir la peine de mort, notamment par Charles Pasqua. Moi, je suis partisan dans ce domaine du rétablissement de la peine de mort. Ou encore Jean-Marie Le Pen. Je suis partisan de l'application de la peine de mort. Établir aujourd'hui dans notre pays la peine de mort est une nécessité. Et une nécessité urgente. Pour autant, actuellement, bien que plusieurs responsables politiques français se déclarent en faveur de la peine de mort, son rétablissement ne serait pas possible sans contrevenir à deux traités internationaux, à savoir la Convention européenne des droits de l'homme, notamment avec les protocoles 6 et 13, et le second protocole facultatif au Pacte international des droits civils et politiques. De même, l'article 7 du traité sur l'Union européenne prévoit qu'un État peut être privé de certains de ses droits au sein du Conseil de l'Union européenne en cas de violation des droits de l'homme. L'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est, je cite, de ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De son côté, Marine Le Pen inscrira la proposition de rétablir la peine de mort dans son programme présidentiel de 2012. Je suis pour la peine de mort parce que je suis avocat. Et je sais que dans une construction de peine, il faut qu'il y ait un sommet et une base. Elle propose notamment de soumettre cette question via référendum. Je pense que les Français doivent être interrogés. Mais elle renoncera finalement à cette proposition dans son nouveau programme présidentiel de 2017. Concernant l'opinion publique, elle va connaître plusieurs basculements quant à cette question. On l'a abolie alors qu'une énorme majorité des Français étaient pour la peine de mort. Elle se range durablement du côté de l'abolition de la peine de mort à partir de la fin des années 90. En septembre 2006, un sondage IFOP donnait ainsi 58% de personnes contre la peine de mort contre seulement 42% pour. Pour autant, en avril 2015, à la suite des attentats de janvier, on enregistre pour la première fois depuis 30 ans une majorité d'opinions favorables à son rétablissement, soit près de 52% d'opinions favorables. Et en septembre 2020, le camp du rétablissement connaît un niveau de soutien jamais atteint dans le cadre des enquêtes Ipsos, avec 55% d'opinions favorables à son retour. Vous savez, une majorité de Français est favorable à la peine de mort, encore aujourd'hui. Alors faisons désormais un petit point sur les différents arguments pour et contre qui sont régulièrement avancés concernant la peine de mort. Ça ne me choque pas, la peine de mort. Partout, la peine de mort est prodiguée. La barbarie domine. Je ne pense pas qu'on ait bien fait d'abolir la peine de mort. Maintenant, vous êtes favorable à la peine de mort? Philosophiquement, oui. L'un des premiers arguments pour est de dire qu'il y a une nécessité de protéger la société contre des individus dangereux que la peine de mort permettrait de mettre hors d'état de nuire. Les gens qui donnent la mort la méritent aussi. Qui a tué, on doit le tuer, c'est tout. Or, pour certains, cela renvoie un peu à une loi du talion, un petit peu le œil pour œil, dent pour dent, vous savez, l'une des premières justices que l'humanité a connues, qui serait aujourd'hui inappropriée, arriérée, incivilisée, voire injuste. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution. L'argument des opposants à la peine de mort va alors être de dire qu'on ne combat pas la mort par la mort et qu'un État ne peut pas à la fois interdire le fait de tuer tout en le pratiquant lui-même, par exemple en condamnant à mort un assassin ou un meurtrier. On ne peut pas répondre à la mort par la mort. Si on condamne quelqu'un à mort parce qu'il a tué, pourquoi on tue? Alors, je veux dire, ça ne rime plus rien. Pas pour la loi du talion. Non. C'est-à-dire que si nous-mêmes on les condamne, on est des assassins pareils que les autres. Les abolitionnistes vont aussi invoquer le droit à la vie et la règle universelle du « tu ne tueras point » qui, si elle est violée, engendre une violation des droits fondamentaux de l'être humain tels qu'ils sont notamment exposés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le but ne serait donc pas de dire que par exemple un violeur ou un meurtrier a le droit à la vie, mais simplement qu'aucun être humain ne possède le droit de voler la vie d'un autre. Il y a de même aussi le problème de la réciprocité de l'acte, puisqu'on estime qu'une peine doit respecter les principes de proportionnalité et de réciprocité, et que donc condamner quelqu'un à mort
qui aurait par exemple agressé ou volé quelqu'un pourrait être disproportionné et engendrer des dérives. Ça dépend de la circonstance du crime. Bon, après, pour avoir regardé la liste de tous les derniers condamnés à mort en France, la majorité a souvent été condamnée à mort après des attentats, des crimes en série ou encore des crimes perpétrés sur des enfants. Un des autres arguments souvent avancés par les partisans de la peine de mort, c'est une idée de justice et de réparation pour les victimes, alors même qu'aujourd'hui en France on entend beaucoup parler d'un sentiment d'impunité qui pourrait régner. Ainsi, les individus seraient très peu condamnés ou poursuivis, en partie car les frais de justice coûtent cher, que les prisons sont surpeuplées ou encore que les procédures sont lourdes et que les forces de l'ordre et la justice est engorgée et dépassée. Elle aurait donc du mal à faire face à l'ampleur et à la récurrence des crimes et des délits rencontrés. La peine de mort permettrait donc de réduire la surpopulation des prisons et de libérer de l'espace pénitentiaire ou encore les tribunaux pour les individus récidivistes. Mais d'autres vont grandement contrebalancer cela en disant que si les prisons sont aujourd'hui surpeuplées, c'est en général du fait de gens ayant commis des délits et des crimes moindres menant à des peines courtes qui ne pourraient donc pas être soumis à la peine de mort. De même, pour certains, il conviendrait plutôt de se poser la question de pourquoi les prisons sont surpeuplées et d'essayer de combattre les causes à la racine. Ainsi, certains vont avancer que cela est dû à un mauvais soutien social, un piètre encadrement familial, peu d'éducation ou encore un accès facile aux armes à feu, par exemple aux États-Unis. Ces personnes vont alors proposer de réinvestir l'argent qui est aujourd'hui utilisé pour exécuter des gens afin de traiter les causes et par exemple progresser dans l'accès à l'instruction gratuite du plus jeune âge à la fin des études supérieures, par exemple. La cause de l'abolition, c'est la cause de la vie. Et j'y crois. Enfin, l'effet dissuasif de la peine de mort est souvent avancé. Cela permettrait alors de dissuader les gens de commettre des crimes ou des délits et donc d'avoir une baisse de la criminalité. C'était un symbole, la peine de mort. C'était vous savez, le sommet de la hiérarchie des peines. Or, selon certaines études, elle ne serait pas plus dissuasive que la prison à vie qui permettrait à l'individu de se retrouver face à lui-même, de questionner ses agissements, de se repentir, voire même de se réinsérer dans la société après avoir purgé sa peine. Alors après, chacun croira ou non en la rédemption et à la réinsertion, mais c'est un autre sujet sur lequel je ne vais pas m'attarder ici. Si on est dans les prisons toute la vie, c'est peut-être plus pire que la peine de mort. Tout de même, on notera qu'au Canada, par exemple, le nombre d'assassinats a diminué depuis l'abolition de la peine de mort, alors qu'aux États-Unis, en revanche, il est plus élevé dans les États qui pratiquent l'exécution capitale que dans ceux qui y ont renoncé. Après, il y a une multitude d'autres facteurs à prendre en compte. Enfin, c'est un argument économique qui est souvent avancé pour les partisans de la peine de mort, qui avancent que la mise à mort coûterait moins cher à la société que la prison à vie pour un individu. De plus, la peine de mort découragerait les proches des victimes à se rendre justice eux-mêmes en marge des tribunaux. Pour autant, la peine de mort a un caractère irrévocable qui empêcherait de faire machine arrière en cas d'erreur judiciaire, par exemple. La tête du bonhomme va jouer. Son physique, l'actualité. S'il n'y a rien à se mettre sous la dent ce jour-là, la presse va faire un monde du crime qu'on vient de commettre, du procès qui commence. Le Death Penalty Information Center estime que depuis 1973 aux États-Unis, c'est pas moins de 164 personnes condamnées à mort qui ont été ensuite libérées après que la preuve de leur innocence ait été faite. La peine de mort interdit toute réhabilitation, toute idée de pardon ou encore de deuxième chance, et son utilisation légalisée pourrait inciter à des exécutions sommaires non contrôlées en dehors de tout procès. 7 Français accusés d'avoir appartenu à Daesh ont été condamnés à mort ces derniers jours par la justice irakienne. Faut-il les abandonner à leur sort? Faut-il les rapatrier pour les juger en France? Les autorités françaises sont très embarrassées par ce dossier. Pourquoi ne sont-ils pas jugés en France? La France considère que les combattants de Daesh doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ne remet pas en cause la souveraineté de la justice irakienne et parle de procès équitables. Et aujourd'hui, malgré les avancées abolitionnistes dans de nombreux États, eh bien le nombre d'exécutions aurait explosé dans les pays qui la pratiquent encore. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications ou encore à me dire ce que vous aurez pensé de la vidéo et si vous êtes pour ou contre la peine de mort. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Puisque la mort est inévitable, oublions-la.